sommes pas des anges. Bonjour à vous tous, bienvenue sur le plateau de Nous ne sommes pas des anges. Bonjour Daphné, bonjour Caroline. Le tout premier salon du coaching en France s'est tenu au tout début du mois à Paris. Il serait plus de 4000 les coachs en France, des coachs qui interviennent dans tous les domaines, que ce soit professionnel, famille, couple, politique, sport, corps et même école. Alors coach, les nouveaux gourous, c'est ce dont nous parlons aujourd'hui avec Gilles Guyon. Bonjour Gilles. Bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes coach, vous coachez dans tous les domaines, y compris la littérature, puisque vous avez signé 2 livres, Le coaching pour tous aux éditions Quintessence, et puis Des actions pour changer la vie aux éditions Quintessence aussi, que vous co-signez celui-là. Johanna Samuel est avec nous aussi. Bonjour Johanna. Bonjour. Vous êtes chanteuse lyrique et vous êtes coachée. Vous avez été coachée, vous allez nous raconter votre expérience. Jean-Pierre Boutinet, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychosociologue, c'est-à-dire que vous travaillez sur toutes les formes d'accompagnement de nous tous, qui pouvons en avoir besoin. J'essaie de comprendre ce qui se passe. Voilà, et vous êtes intéressé en particulier au coaching. Et Norbert Vogel est avec nous. Bonjour Norbert. Voilà, bonjour. Soyez le bienvenu, vous êtes psychothérapeute, vous êtes psychanalyste. Et vous êtes l'auteur de L'Amalpsy, conseil pour distinguer le bon psy du charlatan, qui est apparu aux presses de la Renaissance. Les coachs, donc, nos nouveaux gourous. Mais d'abord, Daphné. Voilà pour la météo, on en revient à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, enfin ce qui nous préoccupe, ce qui nous occupe à tout le moins, ça devrait aller jusque-là, guère plus loin. Les coachs, est-ce que ce sont nos nouveaux gourous? On en trouve pour tout, on en trouve dans le domaine professionnel, on en trouve dans le domaine personnel, on en trouve dans l'amour, vous le verrez tout à l'heure. Alors d'abord, les coachs, d'où viennent-ils et comment se fait-il qu'il y ait une explosion comme ça depuis quelques années? Je me tourne vers vous, tout naturellement, qui êtes coach. Depuis combien de temps d'ailleurs? Depuis 5 ans, on a ouvert excusez-moi, notre école de coaching. Nous, on forme des coachs professionnels. Et avant d'ouvrir votre école, vous étiez coach déjà? Non, avant, j'étais dans le bâtiment. J'ai managé des chantiers en tant que cadre supérieur. D'accord. Et alors, d'où vous est venue l'idée? J'imagine que ça vient avec l'air du temps, avec le fait qu'on en parle beaucoup et que ça explose en France. À la fois, à un moment donné, je me suis posé des questions existentielles sur qu'est-ce que je fais de ma vie, etc. Dont là, tout un parcours de développement personnel qui a duré 10-12 ans. Ouais. Et sur ce chemin-là, la découverte de ce métier, le coaching, qui pour moi, allie par rapport au développement personnel, un peu plus l'action, la concrétisation. C'est-à-dire que ce n'est pas un accompagnement qui peut durer 2 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Et il est lié à l'action et il permet un changement concret dans sa vie, quoi. Et c'est ce qui m'a plu en partie. Vous en avez entendu parler comment? Peut-être dans des journaux à l'époque, ou peut-être à la télé, parce que c'est vrai qu'on en parle souvent. On en parle beaucoup, oui, absolument. tout à fait. Alors d'où ça vient? Évidemment, c'est la question qu'on se pose tous. Des États-Unis, peut-être. C'est la réponse que nous avons tous. Caroline, c'est la bonne? Ça vient de loin. Ouais. Ça vient de loin. Ça vient de loin. La question, c'est comment est-ce qu'on en est arrivé à Super Nanny? Eh ben, on a commencé par Socrate. Socrate, la maïeutique, l'art d'accoucher les esprits, ce serait lui l'inventeur du coaching. Ensuite, eh bien, au Moyen-Âge, les fous du roi, les éminences grises, les confesseurs jouaient aussi ce rôle. C'était des coachs, quoi, avant l'heure. Alors, le mot viendrait de cocher, du cocher qui... De la calèche. De la calèche. Cocher de la calèche. Donc, qui conduit quelqu'un d'un point à un autre, qui est accompagnateur et qui aide à atteindre un objectif. Et ensuite, c'est ce mot français qui aurait donné le mot anglais de coach, entraîneur. Donc, dans les années 50, les entraîneurs sportifs découvrent que pour gagner une compétition, il ne faut pas seulement être très préparé physiquement, il faut aussi avoir un bon mental. Donc, ils commencent à travailler avec les sportifs. Ouais. Ça part de là. Ça, c'est le point de départ. Ensuite, eh bien, le coaching se répand dans le monde de l'entreprise. Au départ, c'est surtout les cadres dans l'entreprise, les grands patrons qui font appel aux coachs, donc qui sont pour la stratégie, pour la communication, mais aussi pour la gestion de l'entreprise. Et aujourd'hui, le coach est en quelque sorte passé des étages de direction à la cantine, parce que tous les salariés, en fait, aujourd'hui, sont susceptibles d'être coachés. On leur propose un coaching au sein de l'entreprise. Alors Jean-Pierre, vous qui vous occupez d'accompagnement, vous le voyez surgir depuis combien de temps? Est-ce que vous le voyez surgir avec force, ce coaching dont on parle tant? D'abord, il me semble que le coaching, c'est une forme d'accompagnement. Ouais. Donc, il s'inscrit dans une catégorie beaucoup plus générale. Et coaching comme accompagnement, je les ai vus poindre dans les années 1990-1995, il y a une dizaine d'années. Je me suis renseigné aux États-Unis et au Canada, ça remonte à une génération. Ouais. Je crois que ce qui est nouveau quand même par rapport à Socrate, par rapport aux confesseurs, c'est que nous avons là une professionnalisation qui se développe. C'est-à-dire, le coach est rémunéré. Ouais. Nous sommes entrés dans un espace professionnel nouveau et, me semble-t-il, par insuffisance actuelle des thérapies et des différentes formations. Je constate que souvent l'accompagnement prend la place de la formation telle qu'elle était instituée jusqu'ici. C'est-à-dire
C'est-à-dire que... Donnez-nous un exemple, peut-être concret. Un exemple concret, une personne, au lieu de s'inscrire à une session de formation, Oui. demande un accompagnement individualisé D'accord. parce qu'elle est dans un mal-être, parce que Donc, plutôt que de se référer à l'institution, on préfère avoir un accompagnement individuel qui nous rassure. Dans une société de plus en plus individualisée. Est-ce que c'est ça qui vous est arrivé, Johanna? Oui, tout à fait. Vous aviez besoin d'être en tête-à-tête avec quelqu'un pour qu'il vous rassure? Oui, tout à fait. J'avais besoin. En fait, j'étais à une période de ma vie un peu difficile au niveau sentimental, on va dire, puisque j'ai fini par divorcer. Oui. Et en fait, à partir du moment où j'ai pris cette décision jusqu'à il y a quelques mois, j'ai été accompagnée par cette coach. Et vous l'avez prise pourquoi, cette coach? Je l'ai prise parce que je me sentais pas bien. Mais c'était quoi le but? C'était dans votre vie personnelle ou c'était par rapport au chant? C'était, vous savez, en fait, tout est lié parce que quand, dans sa vie personnelle, on ne se sent pas très bien émotionnellement, on travaille moins bien, on ça chante c'est moins sûr. bien. Mais votre coach, c'était une coach de chant ou une coach de cœur? Non, c'était une coach généraliste. Et comment parce vous faites qu'il pour, s'agissait en fait, on a fait un travail toutes les deux. Il s'agissait en fait d'accélérer des décisions à prendre. Et c'est pour ça que j'apprécie et que je témoigne aujourd'hui. Parce que... ça vous a aidé? Voilà. Pourquoi pas un psy? Parce que voilà, justement, c'est ce que j'allais dire. Parce que les psys, si vous voulez, on parle de ses soucis, de ce qui vous chagrine. Mais avec un coach, on met vraiment des actions en route. Et vous vouliez des solutions, voilà. en quelque sorte. Vous êtes pragmatique. Et ça m'a permis, j'ai fait beaucoup de choses. Mais avant de nous raconter ce que vous avez fait, comment vous l'avez trouvé? Vous avez ouvert l'annuaire, vous avez dit, comment ça vous est venu à l'idée d'aller chercher un coach? C'était une amie c'était par relation, quoi. Parce que vous la connaissiez en fait. Voilà, je la vous vous êtes dit, connaissais. tiens, je peux Elle utiliser était ce dans mon service. entourage familial. Quoi. Donc, Je vous voyais réagir. Ah oui, je Norbert, à suis côté. un psy pragmatique. Donc, C'est on possible n'est pas- ça? Oui. Je rigole, Norbert. Oui. Donc je ne suis pas de l'école freudienne où effectivement on passe 20 ans sur le divan en train de pleurer, ce que j'appelle divan le terrible. Joli. Je le note. Je le note. Et donc effectivement, apparemment je suis coach sans le savoir. Ouais. Voilà. Mais C'est-à-dire que vous faites de la psy pratique en donnant des réponses immédiates, c'est ça? immédiate, non. Je crois qu'il faut faire la part Concrète. des choses Bon, il faut déjà comprendre pourquoi les choses ne vont pas et ensuite donner, je dirais, des recettes de cuisine ou des outils concrets. Bien sûr, je crois qu'il faut faire une synthèse de tout ce qu'on sait de nos jours. Hein, mais souvent, le Ça veut coach, dire que vous auriez pu aider Johanna, en fait, tout simplement. je le crois, sans vouloir vendre mes services, je le crois sincèrement, oui. Mais pourtant, elle a fait la différence. Elle a préféré utiliser un coach. Je crois qu'elle était dans les a priori. Hein, ou alors elle a vu une psy un peu caricaturale, un peu Peut-être du qu'elle en a pas papa, vu du du tout. papa Johanna, Freud. dites-nous. non, Oui. j'ai vu aussi un psy, c'est normal, bon, c'était en cours de divorce, mais ça ne m'a pas, et d'ailleurs j'ai laissé tomber parce que ça ne m'a pas apporté le côté dynamique que j'ai trouvé avec ma coach, et parce que moi, c'est vrai, c'est bien de parler, de dire ce qui vous chagrine, etc. Mais ça de se ressemble à quoi débarrasser. le rendez-vous avec un coach? Le psy, on voit un peu, mais le coach, il vous fait remplir un questionnaire, c'est Voilà, la quoi? différence, c'est que le psy, on parle, on est dans le discours finalement. Ouais. Tandis qu'avec le coach, on élabore des solutions concrètes. Et ça, vous le saviez moi, avant? j'aime bien être dans l'action. Et vous le saviez avant de rencontrer le coach que ça allait se passer comme ça? Non, je ne savais pas. Ah. Et ça s'est passé comme ça, et on a élaboré des actions. Enfin, j'ai l'impression que vraiment, elle m'a aidée à accélérer ma vie. Voilà. Si vous voulez un exemple concret, moi j'ai ma femme qui a été thérapeute pendant une dizaine d'années et elle avait gardé son rêve d'enfance qu'elle avait depuis l'âge de 14 ans de devenir écrivaine. D'accord? Elle avait fait un travail sur elle, etc. Donc elle y avait pensé à écrire un livre, elle en avait parlé, mais elle n'était pas passée à l'action. Et bien c'est ça que le coach va essayer d'allier, c'est je ressens ça, je pense à ça, je parle de ça et j'agis. Je viens vous voir et je vous dis, je veux monter l'Everest. Vous allez me dire, 1, va acheter des chaussures, 2, cours tous les jours, 3... Du tout. Nous, on n'est pas des conseilleurs. On va utiliser des outils
un processus, une éthique qui va vous permettre de sortir toutes les solutions qui vous correspondent. Quel est le chemin pour vous pour y monter? Est-ce que c'est possible aussi? Parce qu'on ne va pas coacher aussi, on va valider ou non l'objectif par rapport à vous-même. Et on va vous aider à trouver en vous quelles sont les étapes justes pour atteindre votre objectif. Je ne vois pas bien la différence, excusez-moi, alors expliquez-moi quelle est la différence entre ce qu'on appelle aujourd'hui un coach, qui peut être un prof de sport par exemple, et un prof de sport. Alors, justement, j'ai formé, vous avez entièrement raison, vous avez raison de poser la question, justement, j'ai formé des coachs sportifs au coaching humain, pour le différencier. Je vais vous l'expliquer un peu plus avec un exemple. Justement, après ma formation, donc, il a coaché une personne qui avait du mal à atteindre le niveau national. Au niveau du sport, elle était en compétition au niveau de la natation. Eh bien, après plusieurs séances de coaching, la première action, ça a été de changer ses dents parce qu'elle culpabilisait par rapport à ça. Sa deuxième action, c'était d'aller voir son père qu'elle n'avait pas vu depuis 20 ans. Parce qu'un humain, c'est aussi un plan familial, un plan personnel. Tous ces plans interfèrent. Non, ça, c'est la personne qui a choisi de parler de ça. Régler ses problèmes avec sa famille, c'est de la psy. Non, d'aller rencontrer, d'aller voir son père qu'elle n'avait pas vu depuis 20 ans. C'est de la psy. Vous l'orientez comme vous voulez. Elle voulait parler avec son père, communiquer. Parler comme je parle avec vous. Est-ce que je suis en psy? J'en sais rien. Non, mais on va voir et mon à ce père tous les moment-là, deux. on va aller le voir, voilà. Et puis, au bout d'une année de suivi en coaching, eh bien, en agissant sur différents plans qui n'étaient pas équilibrés, en adaptant, par exemple, aussi son entraînement à son type, à ce qu'elle voulait, et non au transfert que son coach sportif voulait en faire. Elle a réussi à arriver national. Eh bien, elle a dépassé le niveau national. Ce que vous nous dites, c'est que ça gère un ensemble, ça gère l'individu dans son ensemble, plutôt que le prof de gym qui m'apprendrait juste à nager correctement pour faire la ligne. Etc. Tout à fait. C'est ça. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines. Bien sûr. D'accord, donc c'est vrai dans la gym, c'est vrai dans la famille, c'est vrai dans le couple. Et seule la personne va définir par où ça place, quel est le chemin juste pour atteindre son objectif. Régler, harmoniser, qu'est-ce qu'il n'est pas. Je vous pose une colle. Qu'est-ce qui se passe quand deux coachs se rencontrent? Est-ce qu'ils se racontent des histoires de coachs? Ils se disent bonjour, ils parlent des Je vais vous vacances. dire ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a C'est une fausse question. Comment un coach forme un coach? Alors c'est justement ce qu'on va voir. Quand deux coachs se rencontrent, ils ne parlent pas d'histoire de coach, ils se filent l'adresse du centre de formation des coachs. Car ça existe. Adrien Poutier et Gaël Blenven ont visité un centre de formation de coachs par des coachs à Grenoble. Comment nous, on peut faire venir un objectif, par exemple? L'idée fondamentale du coaching, c'est de s'orienter à partir du présent vers le futur et de se mettre en mouvement et de se mettre en action. Ce sont des formations qui sont engageantes, qui sont impliquantes, qui durent 21 jours sur 9 mois, ce qui va représenter globalement un investissement temps sérieux d'une demi-journée par semaine sur ces 9 mois. Et il faut compter entre 4 000 et 5 000 euros. Il y a une minorité de personnes aujourd'hui qui se forment. Celles qui viennent, globalement, c'est un tiers de personnes en réorientation professionnelle, un tiers de personnes qui sont plutôt issues du conseil ou de la formation et qui viennent enrichir leur pratique pour former ou conseiller autrement et en s'orientant beaucoup plus vers l'action, donc avec des aspects très pragmatiques. Et puis un tiers de personnes qui sont plutôt des managers, des dirigeants, des chefs d'entreprise. J'étais à l'époque manager dans un service public avec un travail sur un projet de réorganisation de services. Et on a été accompagné pendant 6 mois par un coach. Et ça m'a permis de voir de l'intérieur ce que pouvait apporter le coaching. Ces compétences de base qui sont pour moi essentielles, la qualité de votre écoute, la qualité des questions, le fait que vous allez questionner et poser les bonnes questions. Donc le coach questionne et il donne du feedback. On va transmettre des outils et avec cet outil, un savoir-faire à travers des procédés, des méthodes. Si on s'arrêtait là, on serait que dans la théorie. Or, ce qui fait qu'un coach est performant, c'est qu'il s'entraîne. Donc tout le long de la formation, on va l'accompagner à s'entraîner. Et puis tout cela n'a de sens que si c'est fait dans le respect d'une éthique et d'une déontologie. Et puis après, tant que ce métier ne sera pas positionné comme tel et qu'il pourra être accessible sans aucun prérequis, eh bien c'est la porte ouverte à tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui. Donc véritablement, on travaille à la reconnaissance de ce métier. Alors on va en parler de la reconnaissance du métier et des problèmes qui vont avec, mais j'aimerais qu'on rebondisse sur le vocabulaire de la dame qu'on vient d'entendre. Vous vous retrouvez, vous, là-dedans? Un peu, oui. Parce que moi, j'ai l'impression d'entendre un directeur du marketing qui a fait une école de commerce et qui vise la performance, quoi. C'est pas festif, On ne parle pas de relation humaine. C'est du business coaching. Souvent, c'est du coaching de performance. Donc, comme je dis, notre ami, en fait, n'est pas un coach, à mon avis, représentatif de 90% des coachs. Pourquoi?
qui sont des sortes de guides spirituels de la réussite commerciale. Ce sont des gourous, je dirais, à la solde de l'entreprise. Et là me paraît être le danger, c'est quand les prescripteurs de coaching sont les chefs d'entreprise. Mais alors, pourquoi vous pensez que Gilles n'en est pas? Non, parce qu'il tient, vous-même vous disiez tout à l'heure, en fait, il parle comme un psy. Voilà, je ne dis pas que tous les psys sont les bons et les coachs les mauvais. Ouais. Mais disons, ce qui me dérange déjà et ce qui me fait bondir, c'est en 21 jours, vous formez en fait des sortes de guides, de directeurs de conscience qui sont lâchés ensuite sur l'humanité en 21 jours. Gilles? Oui, moi je forme un peu plus des gens au niveau du life coaching que du business coaching. C'est quoi la différence? Vous pouvez parler français, Gilles, s'il vous plaît? Avec un grand plaisir. Je suis pas si moderne que ça, dans le fond, je crois. Je suis un peu réac. Pas encore joue. Alors, donc le business coaching, c'est orienté que pour un objectif professionnel. D'accord. Le life coaching, c'est pour la réalisation de soi. Ouais. Donc on peut faire un travail pour faire un travail parce que papa, maman l'a dit ou pour plaire à la société. Et puis après, quand on évolue, on recherche un petit peu qu'est-ce que l'on ressent, qu'est-ce que l'on a envie de faire. Et là, on passe plus dans la pyramide de Maslow à la réalisation de soi. Ouais. Pour avoir un travail, non plus, on ne va plus au boulot, oui, tout à fait, mais où on se réalise, où on sort notre créativité, où on se respecte, etc. Ouais. Et moi, je forme un peu plus des coachs à ce niveau-là. Et vous les formez en 21 jours aussi, c'est pareil? Non, moi, c'est sur un an. Sur un an. Et le rapport avec la performance? C'est-à-dire? Vous avez une garantie de... Puisque vous parlez de performance, c'est que vous avez, j'imagine, l'obligation de réussite? Au niveau de la formation des coachs? Au niveau de nous qui payons pour avoir un coach? Alors, par rapport au coaché, nous, si la personne ne réalise pas ses actions, c'est-à-dire ou un langage interne toujours négatif, reste dans le négatif, au bout de 2 ou 3 séances, on va arrêter l'accompagnement. Parce qu'on n'est pas là pour prendre son argent. Non, parce que le coaching ne lui correspond pas. Il lui faut un autre métier dans la relation d'aide ou un autre angle de vue. Nous aussi, on a notre directeur du marketing sur Canal qui a fait l'école de com et qui fait des performances, c'est la pub. On se retrouve juste... Vous avez peut-être un coach, les nouveaux gourous, que ce soit dans le domaine du boulot, peut-être à votre travail, votre patron vous a proposé de rencontrer le coach pour devenir plus performant, ou alors à la maison, pour savoir si vous devez rester ou quitter l'homme avec lequel vous êtes, ou alors encore dans le domaine de la santé, ou encore avec un professeur de gym. Non, on appelle ça un coach. Voilà, nous on parle des coachs aujourd'hui et on va voir s'il ne faudrait pas faire un petit peu le tri dans tout ça, parce qu'il y a un peu le bazar, je crois. Hein. Je m'adresse aux professionnels des coachs. Pour moi, il y a d'abord à faire une formation. Vous allez me le dire, mais d'abord on va regarder le zapping. Pardon. Le zapping, juste après la réponse. Voilà pour le zapping, on en revient à ce qui nous occupe aujourd'hui. Les coachs sont-ils nos nouveaux gourous? On a vu tout à l'heure que la démarche d'un coach, au contraire d'un prof de sport par exemple, c'est d'inscrire la personnalité dans son ensemble, sa vie privée, sa vie de couple, sa vie tout ça, pour accéder à quelque chose. Alors évidemment, je me tourne vers vous, qui vous êtes fait coacher dans votre vie privée. Quelles étaient les missions? Puisque visiblement, il y a une mission qu'on s'attribue au tout début. Quelle a été la première mission qu'on vous a donnée? En fait, c'est moi qui me la suis donnée. C'était quoi? C'était de partir. Ah ouais. Avec un deadline Non, mais peut-être, c'est-à-dire qu'à la suite des réflexions qu'on a établies avec ma coach, qui m'a accompagnée dans mes propres interrogations et réflexions, je suis partie. Vous avez quitté votre mari de chez moi, voilà. Et c'est elle qui vous a permis de le faire? Disons qu'elle a accéléré le processus. Mais qu'est-ce qu'elle vous a dit pour que ça accélère le processus? C'est moi qui me... Pardon. Non, c'est ce que je lui ai dit. C'est la parole que j'ai émise. Mais ça, vous pouvez le faire avec votre meilleure amie? Avec votre mère? Non, parce que la meilleure amie, elle vous dit elle est moins il est quand même sympa. Mais elle vous a dit quoi? C'est plus complaisant. C'est où la différence? Elle utilise des outils. J'aimerais bien qu'elle nous raconte. C'est vrai, il y avait des outils dont je ne me souviens pas exactement, parce que ça remonte à 1 an. Mais il y avait des outils, par exemple, il y a un outil, c'est la roue de la vie. On voit, c'est comme un camembert. Ouais. Et on fait un petit peu le bilan de ce qui est bien, de la part de travail, amour, santé, etc. Et il y avait beaucoup de parts de ce camembert qui était un petit peu... pas terrible. C'est comme les listes, enfin je sais pas, ma grand-mère me disait, fais la liste des pour, la liste des contre. C'est ça? Ça ressemble à peu près à ça? Voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est quand même un travail qui est plus structuré que si on en parle à son ami en allant à la gym, par exemple. Vous en pensez quoi? Mais j'en pense que le coach devient indispensable dans les périodes de transition personnelle et professionnelle. Nous sommes dans une société de la mobilité
et non pas de la continuité. Dans une société de la mobilité, c'est très coûteux psychologiquement de pouvoir franchir une nouvelle étape de la vie, de pouvoir lâcher prise, d'opérer des ruptures. Et on a besoin non pas de familiers, ça sert toujours, mais d'étrangers, le coach, la personne qu'on ne connaît pas. Et quand on n'a pas de thunes, on fait comment? C'est réservé aux riches quand même, enfin ceux qui ont de l'argent. Ça veut dire qu'on peut être mobile si on a de l'argent. Si on n'est pas mobile, bon, si on n'a pas d'argent, on n'est pas mobile. Tout à fait. C'est horrible. Et ceci transparaît dans le vocabulaire où, pour ceux qui n'ont pas d'argent, on parle d'accompagnement, y compris accompagnement de bénévoles. Le mentorat, le tutorat peuvent faire partie de cette grande planisphère de l'accompagnement, mais sans qu'il y ait de relations économiques. Est-ce que ça a des limites? Est-ce que le fait justement qu'on paye quelqu'un, est-ce que ça entraîne une limite? Est-ce qu'il y a un moment où pour vous le coaching c'est de l'arnaque? De ce que j'ai pu observer au Canada lors de mon dernier séjour, il y a une semaine exactement, le coaching pour chef d'entreprise, pour cadre, devient de plus en plus élitiste, devient de plus en plus coûteux, devient de plus en plus sectaire. Et c'est la raison pour laquelle, c'est la raison pour laquelle vous avez raison, il faut examiner cette dimension économique. Mais en revanche, à côté, il y a tout un ensemble de pratiques de bénévolat qui se développent pour aider la personne. Le coach, vous l'avez dit tout à l'heure, le fait qu'un coach soit professionnel, c'est qu'il soit se payer. Donc un coach bénévole, c'est un pote. Il peut y avoir aussi des coachs qui se font payer à 30 ou 40 euros la séance. Comme on va au salon de coiffure, vous pouvez aussi considérer que votre évolution humaine est importante et consacrer des sommes d'argent. Alors ça vous a coûté combien? Franchement, ça m'a coûté 45 € et encore quand j'avais pas d'argent. 45 € en tout? Pendant un an? Par séance. Combien de séances vous avez prises? J'en ai pris... oh là là, je sais pas, au moins, on va dire... par mois environ? Oui, 2 par mois au début. 2 par mois pendant un an? Ensuite, c'était 1 par mois. Mais franchement, par rapport à l'argent... c'est un investissement que vous aviez envie de faire. Bon. Non, mais on s'est vraiment arrangé avec l'argent. Je payais quand je pouvais. 960 € donc? Voilà. Bon, pour quitter votre mari? Voilà. Je le dis de manière très cynique. Et quoi d'autre? Et donc, je suis partie à New York, j'ai chanté là-bas... Et ça, vous j'ai l'auriez une expérience pas fait professionnelle à New York. Vous ne l'auriez pas fait sans votre coach? Je l'aurais fait, mais si vous voulez, elle m'a un petit peu aidée à m'autoriser. Elle vous a donné confiance en vous, en fait. À retrouver ma self-esteem. L'estime de soi-même. Il y avait un objectif professionnel. C'était quoi votre objectif? L'objectif professionnel, c'était commencer cette carrière de chant lyrique, parce que ça faisait des années que je prenais des cours, et d'ailleurs j'en prends toujours. Mais, et donc, vous l'avez commencé? Oui. Où ça? À New York. Et vous avez chanté quoi? J'ai chanté dans Così fan tutte. Vous pouvez nous le faire? Allez, un peu de Mozart. Allez. C'est vrai, non? Oui, bien sûr. Alors, je vous chante un petit air. Court, hein. 10 secondes. Bah, dis donc. Bravo, Johanna. Oui, c'est le plus beau cadeau du monde. Le tout est de savoir. D'aider chacun à se réaliser. C'est plus la même personne, c'est plus la même énergie. Elle était chanteuse au départ, c'est pas la coach qui fait. Bien sûr, la personne est prête, mais elle a besoin d'une aide, d'un accompagnement pour pouvoir concrétiser son rêve ou son objectif. Norbert, ça, 45 €, c'est une bonne affaire. C'est gentil, ça. Parce que là, non, le prix moyen, j'ai fait une étude de marché justement pour mon bouquin La Malpsy. Disons, l'heure de coaching coûte quand même entre 100 et 200 € en moyenne, sans parler des formations qui sont horriblement chères. Pour le business et pour le private life coach. Pour le life coaching, eh bien, il peut y avoir tout ordre. Tout va se démocratiser. Au début, c'était réservé qu'aux PDG, qu'aux cadres. Mais ça coûte combien aujourd'hui? Et ensuite, si je viens vous voir, je peux faire un life coaching, je veux régler un certain nombre de problèmes, j'arrive avec des questions. Vous me dites, OK, on le règle en combien de temps? Alors, généralement, c'est 6 à 12 séances pour atteindre un objectif. Et il y a une séance par mois. Donc après, ça dépend le coach que vous allez choisir. Si c'est un coach qui va vous demander 100 ou 200 €, si vous pouvez le payer, faites-le. Si vous avez des coachs qui payent moins, il y en a aussi qui sont moins chers. Gilles, si je viens vous voir, vous allez me dire, OK, vous voulez faire ça, vous voulez monter l'Everest, je reprends ça. La première mission que je vous donne pour la fin de la semaine, c'est de faire ça.
puis la semaine d'après, on fera ça, puis la semaine d'après, on fera ça, et puis à la fin de la semaine, enfin à la fin du mois ou la fin Tout d'abord, on va évaluer la véracité. Est-ce que c'est possible pour vous de monter l'Everest? Je sais pas, on peut en parler. De quoi je parle? Est-ce que vous pouvez monter l'Everest? Oui, bien sûr que je peux. Est-ce que vous en avez les capacités? L'envie? Est-ce que c'est depuis longtemps, etc. Qu'on se batte. Et puis ensuite, sagement, étape par étape, vous allez déterminer vos propres actions. C'est pas le coach, on n'est pas du tout des conseillers. Mais alors comment je fais pour savoir que vous êtes sérieux? Parce que là, franchement, moi, je veux bien vous croire sur parole. Hein. Je veux bien vous payer, je veux bien vous voir. Oui, mais d'ailleurs, je ne le fais pas, je vous le dis tout de suite. Comment je fais pour savoir si vous êtes sérieux? Tout d'abord, il faut vérifier si j'ai fait une formation, si j'ai fait un travail... Vous m'avez dit que vous travaillez dans le bâtiment tout à l'heure. Oui, et je vous ai dit aussi que j'ai travaillé pendant 10 à 12 ans de développement personnel. J'ai fait un travail sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, j'ai été voir un psy, j'ai un thérapeute, j'ai travaillé sur moi, tout à fait. Vous n'auriez pas pu utiliser un coach plutôt? Non, j'avais certains problèmes à l'intérieur de moi à cette époque-là. Donc on ne peut pas tout résoudre avec un coach? Non, si c'est des problèmes lourds, si c'est suite à la mort de quelqu'un, ou s'arrêter de fumer, ou maigrir, etc., ça ne rentre pas du tout dans l'ordre du coaching. Oui, ça pose la question, si je vais voir un coach avec un problème grave ou de deuil, est-ce que le coach va me renvoyer, va m'orienter sur le spécialiste? À plus forte raison que souvent, il faut qu'il mange. Donc il va, avec 21 jours de formation, il va vouloir s'attaquer peut-être à des problèmes plus lourds. Vous n'aimez pas les coachs, vous hein? Pas trop, non. Non, j'étais en principe venu pour casser du coach, mais il est tellement sympathique. Casser du coach. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. C'est pas juste. Oui, oui. Bon. Et on ne peut pas casser l'autre, c'est soi-même. Quelles sont vos limites? Dites-nous ça c'est un vrai truc. Si on a telle sorte de problème, quand est-ce qu'il faut se méfier de la personne qui se prétend coach et qui vous dit « Ok, je règle votre problème ». J'imagine bien que si j'ai un cancer, que je vois un coach et qui me dit « Je vais vous guérir », c'est un malade. Ok, alors maintenant, donnez-moi d'autres limites. C'est-à-dire sur des objectifs qu'on ne peut pas coacher. Ça fait partie de la formation, il faut lire mon livre justement, vous aurez les détails. Trois pistes, on le lira si vous nous donnez 2 bonnes pistes. Je le remontre à la fin si vous nous donnez 2 bonnes pistes. Si c'est plus des problèmes psychologiques, si la personne a besoin, si c'est un problème lourd, si la personne a besoin de parler de son passé, si elle n'a jamais parlé d'une chose... Une histoire de couple, je veux quitter mon mari, c'est un problème lourd ou c'est pas un problème lourd? Divorce, ça peut l'être, ça dépend si elle est dans la période vraiment et qu'elle a la volonté de changer, parce que ce qui fait le changement, ce qui fait que vous allez atteindre l'Everest, c'est à 60% la motivation de la personne. Vous voyez, donc nous, on n'intervient que sur 40%. Donc si la personne n'est pas motivée, elle n'est pas demandeur, on ne peut rien faire. Vous voyez, il y a des règles de base à bien suivre. C'est sûr qu'en dehors de ça, après, c'est du charlatanisme. Comment faisait-on avant? Il n'y a pas toujours eu des gens pour vous déclencher contre monnaie sonnante et trébuchante, et pourtant il a bien fallu, à toutes les époques de l'humanité, passer à un stade supérieur. Comment faisait-on avant? Vers qui se tournait-on? Auparavant, nous avions des cadres plus stabilisant. Le cadre de la famille changeait moins. Le cadre de la profession changeait aussi beaucoup moins. Nous avions des repères idéologiques, voire des repères religieux. Et donc, les adultes étaient beaucoup plus régulés par ces cadres. Plus encadrés, plus structurés. La famille, l'État, l'institution, le travail, tout ça nous tenait plus. Et moins de liberté. Et y compris ce qu'on pourrait appeler l'axe transgénérationnel, c'est-à-dire les parents, grands-parents. Tandis qu'avec le coach, j'ai l'impression qu'on découvre une nouvelle face que j'appellerais l'horizontalité du co-générationnel. C'est-à-dire c'est l'aîné... Je suis perdue au secours. Ce sont des gens de la même génération qui s'aident mutuellement. Il y a une sorte d'entraide dans le coach, sans recourir à l'autorité. À l'autorité. Alors on va voir que ça peut quand même aller assez loin. Vous en penserez ce que vous en penserez. Je ne suis pas là non plus pour casser du coach. Quoique. Aujourd'hui, on peut se faire coacher, y compris dans le domaine de l'amour. On l'a vu avec vous. Il faut voir pour ça un love coach, un Dr Love. Je vous préviens, vous n'allez pas aimer. Olivia Mokijevski a rencontré une love coach qui exerce depuis 15 ans. Douce peut vous recevoir et vous coacher pendant 9 mois et vous en coûtera 8 000 €. Pardon, je me tourne vers vous. Pour moi, ça s'appelle du lavage de cerveau et du bourrage de crâne. Tout à fait. Pour moi, c'est la personne, le coaché, qui fait le travail sur lui-même et non le coach. Oui, mais comment je fais la différence moi, entre une personne, je ne remets pas en cause sa sincérité, enfin, je m'en fous, mais c'est dramatique quand même, là, ce qu'on vient d'entendre. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'elle s'appelle coach, elle fait les agences matrimoniales. Mais elle va sûrement attirer les clients qui lui correspondent. Le coaché va aller vers, s'il est dans l'illusoire, dans le rêve, eh ben, il va aller vers un coaché qui est dans le rêve et l'illusoire, qui va répondre à sa matrice. Quoi. Mais c'est pas bon pour vous, ça. Mais moi, je sais ce que je suis. Après, le monde continue son évolution. Oui, mais moi, comment je sais qui vous êtes? C'est bien ça, justement, mon problème. il existe des fédérations, il y en a 3 en France, qui permettent de régir un peu plus ce métier-là. À la fois, on fait des recherches et des études dessus.
Et puis, il y a besoin de vérifier, comme vous employez, si vous faites faire des travaux chez vous, vous allez peut-être étudier quelle est l'entreprise, est-ce qu'elle est là depuis longtemps, vous allez demander 3 devis, rencontrer 3 coachs différents. Il n'y a pas de certification pour travailler sur l'amour, ça n'existe pas. Mais vous vous rendez compte, derrière le même mot coach, il y a vous et elle. Oui, le degré de chaque... si vous Donc voulez, de quoi on dans parle? Quelle est la profession? C'est pareil pour un garagiste, c'est pareil pour plein. Voilà, c'est pareil dans l'entreprise. Dans l'entreprise, il y a des véreux et, Non, mais et t'es obligé partout. d'enquêter un peu, quoi. Voilà. Je sais pas, vous dites, alors, excusez-moi, vous disiez Mais là, on tout à parle d'une l'heure, profession, c'est ça? Vous disiez tout à l'heure, il faut se renseigner sur ce que les gens ont fait. Ça veut dire que moi, si je viens vous voir, vous allez me dire, oui, j'ai suivi une analyse, je me suis fait analyser. Vous allez me dire ça. Il y a votre diplôme d'analysé dans votre salle d'attente? Ben moi, je peux vous donner les noms et des gens qui m'ont suivi, etc. Si vous souhaitez, bien sûr. Il y a besoin d'étayer et de vérifier la solidité de la personne, son métier, etc. De toute façon, il y a un label des coachs qui est en train de se mettre en place. Mais ça, c'est valable pour tout type label de des coachs. société. Le Alors, label des coachs. Caroline, c'est non, quoi là, ça ce qu'on a bien compris, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de diplôme officiel de coach qui pourrait être installé sur un mur dans un bureau, parce que ça recouvre tellement de réalités différentes. Il y a 2 universités quand même qui... Voilà, bon, on y vient. En fait, il y a des associations de professionnels du coaching qui mettent en place des espèces de labels. Alors, le label repose d'abord sur les codes de déontologie, on l'a vu tout à l'heure dans le sujet. Alors, dans le code de déontologie, il y a par exemple, le coach s'interdit d'exercer tout abus d'influence, il s'astreint à la confidentialité, le coach doit laisser toute la responsabilité de ses décisions au coaché. En gros, c'est pas un gourou. Et par ailleurs, pour essayer de recrédibiliser cette profession, puisqu'on voit que ça part un petit peu dans tous les sens, eh bien, il délivre maintenant une sorte d'accréditation, c'est-à-dire que vous passez une espèce de grand oral devant des coachs qui sont formés pour le coup et qui ont une vraie légitimité. Et une fois que vous avez passé cet examen, eh bien, vous avez le label de l'association. Et c'est une espèce de garantie, voilà. Ce qu'on comprend surtout en vous écoutant les uns et les autres, c'est que quand on est dans une grande entreprise, qu'on a un businessman et qu'on va avoir un coach, avant on appelait ça un consultant, ça va être vachement sérieux, ça va coûter peut-être très cher à l'entreprise, mais ça va vraiment nous apprendre des choses. Quand on est dans le domaine de la vie privée, qu'on n'est plus un grand patron et qu'il n'y a pas une entreprise qui paye pour vous, là on a affaire à peu près tout et n'importe quoi, le pire comme le meilleur. Ça peut vous aider et tant mieux si ça l'a fait. Ça peut visiblement aussi parfois être super limite. Vous en ferez bien ce que vous voudrez, mais... C'est dit, c'est dit. Je peux me permettre, très vite. En tant que non, mais là, coaché, c'est pas une projection, c'est des faits. Ah oui, c'est non, avéré, dans ce cas-là, je suis d'accord. en fait, Très vite, parce que c'est chacun fini. doit garder son libre arbitre, parce que dans toute relation, il y a des problèmes de pouvoir parfois. Et donc, surtout, si vous vous faites coacher, restez... maître de vous-même. Voilà. Self-esteem. Voilà, C'est gardez votre fini, libre Norbert. arbitre. Si, Norbert, c'est fini, Si, je vous d'accord. assure. Ok. Il faut y aller, là. Disco. Voilà. Allez, à demain, 12h40 sur Canal. Disco.